essentiel le machinisme, les produits transformés. Et ce que le gouvernement affirme devant vous, c'est que le ressaisissement est possible. Alors disons la vérité, personne ne le croit parce que nous continuons à raisonner comme si nous étions obligés comme nous étions obligés de le faire dans le vieux monde. Celui qui est en train d'être submergé par la vague des révolutions technologiques. Il y a quelques années, la variable essentielle, c'était, pour les entreprises industrielles, c'était le coût du travail. Tous nous convenions, même à notre corps défendant, de mauvais gré plutôt que de bon gré. Mais nous étions bien obligés d'en venir à la conclusion qu'avec un coût du travail 5, 8 ou 10 fois moins cher en Extrême-Orient qu'il ne l'était chez nous, les délocalisations lointaines ou un peu plus proches étaient devenues inéluctables. Cette variable déterminante, sans doute, elle n'est pas complètement effacée, elle n'a pas disparu complètement, mais elle est en partie en train d'apparaître comme effaçable dans beaucoup de domaines de l'activité de production. L'algorithmique, les capacités de calcul infiniment multipliées par l'avènement du quantique, l'automatisation et la robotique font que nous pouvons entrer de plein pied en vertu de nos capacités scientifiques et technologiques dans la nouvelle ère qui s'avance. Si c'est bien l'algorithmique et la robotique et l'intelligence artificielle qui deviennent le principe d'organisation de la nouvelle ère industrielle, alors nous ne sommes pas dominés par d'autres continents. Le travail jamais interrompu des unités robotiques, des imprimantes 3D, n'est pas plus cher chez nous qu'il ne l'est sous des latitudes éloignées. Probablement même la proximité, la capacité de surveillance, la communauté de langue deviennent-ils des atouts par rapport aux habitudes de travail, des capacités de production délocalisées. Mesdames et messieurs, dans l'ancien état du monde, nous avions perdu la bataille industrielle. Dans le nouvel état du monde, nous avons tout ce qu'il faut pour la gagner. Cela nécessitera bien des conditions. Je voudrais en énoncer quelques-unes devant vous. La première de ces conditions, c'est l'édification d'une stratégie nationale de reconquête productive et commerciale. Dans plusieurs rapports au commissariat au plan, j'ai préconisé que l'on bâtisse hardiment une stratégie de filière, partant de l'analyse méticuleuse produit par produit. Nous l'avons fait au plan sur plus de 1000 produits. Analyse méticuleuse produit par produit de nos déficits dans les domaines où nous pourrions déployer nos aptitudes. Cela impose que soient réunis autour de la table dans un travail assidu les pouvoirs publics, États et collectivités locales, les entreprises et particulièrement les grandes entreprises qui ont acquis une connaissance de la production et des marchés et les innovateurs ou candidats à l'innovation. Les pouvoirs publics peuvent fédérer et organiser. Les grandes entreprises peuvent partager leur expérience, par exemple au plan de la commercialisation, et les innovateurs peuvent ouvrir des pistes que l'on croyait jusque-là fermées. Je voudrais insister sur ceci. Nous sommes devant un grand effort national qui impose que l'on considère qu'au-dessus des intérêts particuliers, au-dessus même de l'intérêt social des entreprises, il existe l'intérêt national auquel chacun peut participer de l'endroit où il se trouve avec sa capacité. Cette entreprise de reconquête exige le dépassement et la mise en commun des capacités dont les pouvoirs publics seuls, ni les entreprises seules, ni les innovateurs seuls ne peuvent assurer la matérialisation. Cette fertilisation croisée, comme on dit en génétique, c'est la condition même de la reconquête du génie français. J'ai introduit une question de passage qui est souvent posée. Est-ce que ce génie français est contrarié par l'impératif européen? Je crois le contraire.
On tombe pas, c'est toi, c'est Langue ta Ah, tête. et là, la fertilisation croisée. Il y a 10 secondes, elle Ce était n'est en pas train de parce qu'on trembler. bâtit une communauté qu'on renonce à son C'est la identité. fatigue, c'est ça. C'est vrai Je suis pour pas nos fatigué. cultures, C'est quoi là? et c'est vrai en Europe pour C'est la la France. drogue. Il ne s'agit pas, comme Ah oui, aurait dit le drogue. général de Gaulle, Very que les good. Allemands soient moins Allemands, les Italiens Pour moins vrai, c'est pour ça que Italiens, les Français moins Français. Pourquoi Pour fait ça construire l'Europe, c'est tout le contraire. Il faut que chacun soit soi-même Ah, et qu'il assure le rayonnement que l'histoire et la culture ont offert au peuple. elle m'a fait peur, Deuxième là, tu crois? condition. Il faut que Ouais. chacun d'entre nous, dans ses C'est quoi fait fonctions, ce bruit? dans ses Attends, responsabilités je et comprends dans un peu. son aventure personnelle, soit le garant de la cohésion de notre société et de la nation. Cette idée de cohésion s'est effacée trop souvent. Elle est aujourd'hui presque ruinée par la violence des conflits, par ceux qui refusent toute autre perspective que l'affrontement intérieur, la guerre des uns contre les autres, la guerre des classes et des castes, la volonté de transformer toute tension en affrontement et tout affrontement en guerre civile. Ce dévoiement de la juste défense des intérêts des uns et Que des ce soit autres aussi un événement. est une menace mortelle pour la Tu veux nation. voir l'événement? La Ah décision non, mais que j'ai tu sais prise de quoi je parle. sur laquelle je Comme un reviendrai événement dans une ce soir. minute, C'est quoi l'événement? d'engager la Oh, responsabilité putain, du j'ai peur. gouvernement pour Je sais que pas, nous dis-moi, soyons sur le budget. assurés que nous partageons le constat Il y a de rien la à voir avec la situation télé, de hein. notre pays, Ah de bon? sa gravité Ah ouais. et de son Ah. urgence. Le PC? Cette décision est une Ah non, il y a réponse plus à intéressant l'ère que le des PC, là, mises en tu vois. accusation, J'en des sais rien, enjeux, moi. des blocages. Bon, mais tu verras ce Notre soir. pays, La pas JBL. plus aujourd'hui Ah non. qu'à La barre de aucune son? autre Ah non. époque de son existence ne se relèverait. De film? Le gouvernement, quel Ça se qu'il passe soit, pas dans la de quelque maison. orientation Dehors. qu'il soit, Il se passe quoi s'il dehors? n'est pas défenseur L'orage. de l'unité nationale, Ah oui, de la c'est cohésion vrai. et de la compréhension mutuelle, Bah, on pourra regarder l'orage trahit dehors. sa mission. Mais il arrive à partir de 22h, je Et c'est crois. la même chose dans Non, mais là, l'univers c'est des truc de rapports bizarre sociaux. dehors. Hein. Je sais pas ce qui se passe, Dans la mais c'est bizarre. conception qui Va est la dehors, mienne, il fait j'en lourd. suis sûr, la nôtre, Dehors? l'entreprise Il fait n'est très pas lourd. responsable C'est que un de de l'intérêt 40, de il fait. l'entreprise. Elle est responsable de la cohésion du pays autour On revient, les des gars. entreprises. On enquête aussi sur Les la météo. organisations syndicales ne sont pas responsables que de l'intérêt de leurs adhérents, des salariés ou des cadres. Les organisations syndicales sont responsables de la solidarité du pays avec les travailleurs. L'administration n'est pas responsable que du contrôle et du respect des normes et de la sévérité des sanctions. L'administration est responsable de la reconnaissance que le pays doit construire autour de ceux qui font respecter ses règles et ses lois. Cette conception de la cohésion et de la co-responsabilité de chacun d'entre nous dans ce que nous devons à la nation qui nous a fait ses héritiers, qui nous a formés et nous a confié la responsabilité de son destin où que nous soyons, cette conception partage en réalité en deux les acteurs de l'histoire. Ceux qui veulent qu'on avance ensemble et ceux qui veulent que la société soit un champ clos où nous nous affrontons. Peut-être y a-t-il eu des époques dans lesquelles chaque pays vivant enfermé dans ses propres frontières, on pouvait considérer que la logique de l'histoire était la lutte des uns contre les autres. Mais nous savons que la France a failli en mourir. Elle a failli mourir de ces guerres de religion, elle a failli mourir dans la terreur révolutionnaire. En tout état de cause, aujourd'hui, l'idée d'un pays fermé sur lui-même dans lequel on s'affronterait pour savoir qui va dominer les autres, cette idée n'est plus viable. Car nous sommes dans un monde ouvert et nos divisions internes nourrissent notre faiblesse. Et notre faiblesse nous met à terre dans la compétition internationale. La question n'est pas de savoir qui va gouverner le bateau et n'importe ceux qu'on jette à l'eau. La question est de savoir si le bateau va pouvoir affronter la haute mer, arriver à bon port, et nous sommes tous sur le même bateau. Troisième condition, plus matérielle, la question des investissements. Il n'y a pas d'aventure industrielle imaginable sans accès à l'investissement. C'est vrai dans tous les secteurs. Et la question pour le gouvernement de la garantie, de la facilité d'accès aux ressources qui permettent les investissements est une question centrale. Permettez-moi de dire un mot au passage du secteur du logement.
Je sais qu'il y a des approches différentes et des débats, mais dans la crise du logement que nous vivons aujourd'hui, la question de l'incitation à l'investissement est une grande question. C'est pourquoi j'ai inscrit dans mon discours politique général le sujet de l'investissement privé, le statut du bailleur privé que nous devons définir pour réorienter ou pour apporter une sève nouvelle à un secteur crucial aujourd'hui en difficulté. Quatrièmement, et nous abordons ici le sujet même du moment de vérité que j'ai voulu clarifier avec l'ensemble des Français et leurs représentants parlementaires. Nous vivons un moment critique de notre histoire nationale. Et tous les atouts que j'ai décrits, auxquels il faut ajouter la chance de cette histoire dont nous sommes les héritiers, de ces paysages que nous avons reçus, de la richesse culturelle de notre pays, tous ces atouts sont menacés. Et chaque entreprise, comme chaque famille, se trouve menacée par la dérive de nos comptes publics. Pas besoin d'insister auprès de vous sur la menace d'asphyxie que nous subissons. 3 350 milliards d'euros de dettes accumulées sur les 50 dernières années. Et ces 3 350 milliards d'euros de dettes nous obligent à mobiliser des sommes colossales et toujours croissantes, toujours plus importantes, pour faire face à nos annuités. Au début des années 2020, c'est-à-dire hier, nous étions à quelques 30 milliards d'euros de charges de la dette pour notre pays. Nous sommes passés à 40 milliards, puis à 50 milliards. L'année dernière, en 2024, c'était 60 milliards. Cette année, ce sera 67 milliards. L'année prochaine, 75 milliards. Et la Cour des comptes nous dit que si nous ne faisons rien, nous dépasserons de loin les 100 milliards de charges de la dette en 2029. Il y a un autre chiffre très simple pour comprendre ce qui se passe. La France, à son rythme de croissance actuel, crée chaque année 50 milliards de richesses supplémentaires. L'année dernière, nous produisions 3 000 milliards. Cette année, nous allons produire 3 050 milliards. Sur ces 50 milliards, la moitié à peu près sont captés par la dépense publique et par les prélèvements. Et sur les 25 qui restent, Pas que pour l'Ukraine. 10 Ça revient sont pour régler consacrés à la la charge dette à de la la con. dette. Ouais. 10 milliards de plus. Et qu'est-ce qui reste pour la vie du pays? Alors il y a des gens qui nous disent c'est pas grave, vous exagérez, cette dette, vous inquiétez pas, on la C'est à 17h, remboursera on n'a rien jamais. reçu, c'est laisse tomber. Et tout va très bien, Madame la C'est Marquise. fini. Ah, moi, j'ai Cela déjà se laissé trompe, tomber. et en réalité, ils nous trompent. Il suffit Mais bon, de je regarder préfère pas bouger. l'exemple de tous les pays qui nous entourent. T'imagines, le temps on bouge et 2 minutes après, tac L'Espagne, tac. le Portugal, l'Italie, sans même aller Les jusqu'à la rapports, on va pas Grèce, sortir. qui ont été obligés dans De les toute façon, années on forme, 2010 c'est à comment consentir des sacrifices sans précédent pour Hein redresser leurs comptes publics. Non, mais la toi, je crois que tu Et me il l'as faut jeté. Hein. des années pour s'en relever. Parce que Pour ne on va pas pas, tu s'en- vas pas monter derrière moi, on n'a pas le droit. Les Ah, premiers rien, de faut ces que tu sacrifices, fasses ils ça. sont immédiats, ils sont On va y faire parfaitement quoi, chez Evan compréhensibles, Ah, parfaitement bah, je sais pas, non, vérifiables. c'est. Voilà. En passant les frontières, Vous auriez nous la ramène la trotte. on commence par couper Non. dans les retraites, S'il la ramène, je la on coupe jette. dans les salaires de la fonction publique, Ouais, Non. grave, et on quoi. crée des impôts Il la garde. pour 4 ou 5 Il a voulu la points de prendre, il la TVA garde. dans chacun de ces Ok. pays. Je lui donne. Et qui paie Et tout cela? je pense vers 18h, 19h, j'allais Mesdames faire et les- messieurs, ce j'allais sont chercher les des plus trucs faibles, à manger et à ce sont boire. les plus fragiles, Ouais, ce sont les là, jeunes attends un peu femmes qu'il fasse mon qui chaud. élèvent des enfants À toutes 18h, seules. je pense qu'il fera mon chaud. Oui, j'attends Ce sont 18h, ceux c'est qui ont vraiment. les salaires moyens et J'attends plus qu'elle encore la qui charge, sont dans la j'allais à Hyper U. précarité. Moi, j'attends que je fais mes vidéos là. Qui n'ont pas voix au chapitre. Mais je fais une vidéo, il n'y avait pas de son. Putain, je sais pas comment ça se fait ça. Parce qu'on refuse d'ouvrir les yeux. Voilà combien. Et il y a une deuxième 21, catégorie de peut-être encore plus bas population qui qu'hier. est victime. Et c'est Hier, insupportable hier, quand on l'avait de chargé, se elle était à dire 24. réfléchir. Oh, peut-être. Ce sont les plus jeunes. Non, mais attends, en gros, Nous je sommes t'explique. en train En gros, d'accepter qu'ils soient réduits en esclavage en les obligeant pour des décennies à rembourser les emprunts qui ont été décidés le cœur léger par les générations précédentes. Et il y a plus vicieux encore que cet héritage que nous allons leur laisser, il y a plus obscène
un certain nombre de ceux qui sont responsables dans leur génération de cette situation ont réussi à convaincre les plus jeunes qu'il fallait qu'ils manifestent pour demander encore plus de dettes. Ça me rappelle, vous savez, ce grand roman d'Orwell qui s'appelle 1984. La liberté, c'était leur devise, la liberté c'est l'esclavage. Et cette guerre de génération est un des stigmates les plus révélateurs de la désinvolture de notre époque à l'égard des responsabilités qui sont les siennes. Voilà la question que j'ai décidé, et le gouvernement avec moi, d'affronter depuis les premiers jours en parlant d'Himalaya des difficultés, avec une conviction que je vérifie tous les jours. Si nous choisissons le redressement, il faut que nous consentions comme peuple des efforts importants mais supportables de freinage de nos dépenses. Ce n'est pas l'austérité, contrairement à ce qu'on dit. C'est un freinage des dépenses supplémentaires pour que le pays se ressaisisse et pour que, après encore 3 années supplémentaires, si nous sommes sérieux et respectueux des plus jeunes, nous en reviendrons à l'équilibre de la dette, c'est-à-dire au point où la dette ne grossit plus chaque année. Voilà le plan. Et voilà ce qui justifie les 44 milliards de maîtrise que nous avons proposés et qui sont l'étape nécessaire sur le chemin du rééquilibrage. Nous avons indiqué précisément les propositions qu'on pouvait faire, qu'on pouvait imaginer pour arriver à cet équilibre. Ces propositions peuvent toutes être discutées. Elles sont amendables à condition qu'elles ne remettent pas en cause le résultat de l'effort nécessaire. Mais ma conviction, ma certitude, c'est que cette volonté ne peut pas exister sans prise de conscience des Français. On l'a bien vu depuis des semaines. Au lieu de prendre en considération la nécessité de l'effort, les débats se sont concentrés sur des mesures. Par exemple, la proposition que j'avais faite des jours fériés, que j'avais proposé de transformer en journée d'activité pour le pays. Alors il faut vous donner la mesure de ce débat, pour voir sur quoi on s'est concentré. Sur les 44 milliards nécessaires, les jours fériés, c'est à peine plus de 4 milliards. Si quelqu'un pense qu'on peut chercher d'autres jours fériés, soit. Si quelqu'un imagine d'autres moyens, je suis ouvert à la discussion. Mais je pense qu'il y a de grands progrès à faire, et par exemple, que c'est une remarque de bon sens, que le mois de mai est le mois le moins travaillé de l'année, en dehors des 2 mois de l'été. Une politique nécessaire, urgente, ne peut pas se mettre en place si les Français n'en partagent pas la nécessité. Sans ça, c'est l'épreuve de force, avec la stigmatisation, la mise en accusation des responsables, accusés de défendre des intérêts particuliers, par exemple ceux du patronat ou ceux des riches, alors qu'il s'agit de la sauvegarde du pays, alors qu'il s'agit purement et simplement et élémentairement de la sauvegarde de la France. Et je n'accepte pas que cette sauvegarde soit transformée en guerre du haut contre le bas, des pouvoirs contre les Français. C'est cet impératif de prise de conscience de la cohésion du pays nécessaire que permet seul l'effort partagé qui m'a conduit à la décision que vous savez qui sera tranchée le 8 septembre. J'ai dit effort partagé et cohésion du pays. Je veux affirmer devant vous qu'il n'y aura cohésion autour de l'effort que s'il y a justice. Permettez-moi d'illustrer devant vous 2 chapitres de cette justice. Un débat s'est développé autour d'un rapport du Sénat sur les aides publiques aux entreprises. Et j'entends bien que les 211 milliards que le débat a additionnés des aides publiques aux entreprises a ajouté les unes aux autres des réalités complètement hétérogènes entre elles. Des allègements de charges
qui ne sont pas seulement au bénéfice des entreprises, mais d'abord au bénéfice des salariés qui autrement n'auraient pas trouvé d'engagement. Des crédits d'impôt, comme le crédit impôt recherche, et des prêts de toute nature. Ce chiffre de 211 milliards est donc largement sujet au débat. Mettons qu'il reste une centaine de milliards qui proviennent d'aides directes ou indirectes aux entreprises. Et je pense que nous devons, à l'égard des entreprises comme à l'égard de toutes les catégories de Français, réfléchir à un nouvel équilibre. J'ai proposé, et j'ai été heureux de lire que Patrick Martin était en accord avec cette démarche, qu'on recherche des allègements de ces contributions, compensés par des allègements d'obligations paralysantes qui vous sont imposées. Simplification, allègement de normes, et qu'on se mette tous ensemble à préciser toutes ces décisions que j'ai proposé de trancher par ordonnance pour que le débat ne s'enlise pas. Le deuxième impératif de justice est qu'il faut que nous garantissions aux Français que les plus aisés dans la société, les plus favorisés, dont beaucoup, je le sais bien, ont construit pierre à pierre leur situation, que ceux-là vont participer à l'effort national, à la juste mesure de leurs capacités. J'ai proposé que ce soit avec les commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat que nous précisions cet effort, dont je veux simplement affirmer qu'il ne devra pas toucher l'outil de travail. Nous devons considérer l'investissement productif comme un trésor national. Tout ce qui amoindrirait le redressement productif détourne tout ce qui amoindrit le redressement productif détourne et le détourne de notre pays, tout ce qui pousserait au déplacement des investisseurs, nous devons le considérer comme un risque. Mais nous devons aussi considérer comme un risque un certain nombre de dispositifs d'évasion fiscale, d'optimisation multipliée. Je le dis devant vous, dans le budget qui sera examiné cet automne, la justice est la condition même de son acceptation. Donc si je m'endors, tu couperas la vidéo. Non pas par les parlementaires, mais par les Français. Voilà l'essentiel de ce que je voulais soutenir devant vous. Importance centrale de l'innovation dans le nouveau monde où nous allons entrer. Mais c'est rare que je m'endors dans un événement. Importance centrale de la responsabilité partagée au sein de la démocratie sociale et de la responsabilité partagée pour soutenir la démocratie politique lorsqu'elle propose des décisions vitales et essentielles. Un monde est en train de s'éteindre, un nouveau monde est en train d'apparaître. Dans ce nouveau monde, nous avons décidé non pas de subir, mais d'agir. Et cet impératif de l'action, j'ai été heureux de le partager cet après-midi avec vous. Merci beaucoup. T'as rien dit, hein, débile. Le discours de François Bayrou, nouveau discours cette semaine, alors que le Premier ministre, vous le savez, est menacé de disparition le 8 septembre après ce vote de confiance. Vous l'avez entendu, il se dit ouvert à la discussion, y compris sur la suppression des jours fériés, mais il lance un nouvel appel à la responsabilité des politiques face à la gravité de la situation. Le Premier ministre qui appelle à mettre fin aux divisions, à l'affrontement permanent, à la lutte des uns contre les autres qui risque de faire sombrer la France. On va décrypter tout cela avec ceux qui m'accompagnent cet après-midi. Alexis Cuvillier m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Alexis, chef adjoint du service politique de BFM TV. Michael Taverne, bonjour également. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National du Nord. Vous nous direz s'il vous a convaincu, François Bayrou, dans ces quelques déclarations. Et puis Amandine Atalaya est là également, tout comme Gaëtan Mélin. Bonjour à toutes les deux. Alexis, on va revenir sur les quelques temps forts de ce discours. Effectivement, il a lancé un ultime plaidoyer mais il a répété en quelque sorte ce qu'il a dit depuis le début de la semaine en essayant de convaincre de la gravité de la situation. Vous retenez quoi de cette prise de parole, surtout de la fin de cette prise de parole? Un sentiment en effet d'un discours déjà un peu entendu et un message
répété, probablement dans l'esprit du Premier ministre, dans l'idée de faire de la pédagogie, de réexpliquer pourquoi il a fait ce choix surprenant lundi d'engager la responsabilité de son gouvernement, avec sur ce point très précis, et c'est encore très visible aujourd'hui, bien l'idée de ne pas dire qu'il s'agit d'un vote de confiance, mais d'un vote qui engage la responsabilité du gouvernement et la responsabilité des partis pour que tout le monde s'accorde sur le constat. Et on a bien entendu tout à l'heure qu'il n'a pas employé ce mot de confiance lorsqu'il disait bien que ce vote, il l'engageait, ce choix d'engager la responsabilité de son gouvernement pour que nous soyons assurés, je cite, de partager le même constat. Il a parlé d'un moment de vérité. Alors, le truc des graphismes. Puis ensuite, il a à nouveau redit, vous le disiez, Pauline, que les propositions qu'il a faites mi-juillet, elles pouvaient toutes Bah, être ça doit moi discutées. alors. Elles sont amendables, pour reprendre le mot Faut me qu'il la a mettre. employé, le Premier ministre, si il n'y a pas de remise en cause de l'effort demandé. Tout ça, nous l'avons déjà entendu. Est-ce que les oppositions Les tempêtes, vont saisir les bombes nucléaires et cette tout. espèce maintenant de volonté de dialogue que le Premier ministre rebrandit aujourd'hui? Vous savez qu'il a invité les partis d'opposition à le rencontrer en début de semaine prochaine, même si maintenant, nous avons le sentiment que c'est un peu tard. Bon. On va le demander dans un instant à Mickaël Taver. Juste Amandine, un point sur ce qu'il a dit également sur les jeunes. On l'évoquait juste avant qu'il prenne la parole. Et sur les plus faibles, il a insisté là-dessus en disant que ceux qui vont payer, attention, ce sont les jeunes et les plus faibles. Là, c'est pour tenter de prendre à témoin l'opinion, les Français. Oui, et pour tenter de dire à quel point nous sommes tous concernés si nous sommes collectivement en train de sacrifier les générations futures. Et il a eu une phrase où il accusait les responsables des partis politiques de gauche, en l'occurrence, mais sans les citer, où il disait nous allons réduire en esclavage les jeunes, et les responsables de la génération d'après convainquent aujourd'hui les jeunes de manifester pour demander en fait plus de dettes. Bon, c'est une pique à peine cachée à Jean-Luc Mélenchon et ceux qui s'associent au Parti socialiste, écologiste et communiste à une demande de blocage ou de manifestation le 10 septembre. Donc François Bayrou l'avait déjà dit hier, il considère qu'aujourd'hui les plus âgés, les retraités, les boomers, c'est le mot qu'il avait employé, sont ceux auxquels nous ne demandons pas assez d'efforts aujourd'hui, quitte à sacrifier les jeunes. Donc il a poursuivi en effet sur cette logique-là de façon assez répétitive. Néanmoins, c'est important aussi de l'entendre. Il faut bien que le Premier ministre explique pourquoi il demande des efforts. Et pour finir, ces efforts, d'ailleurs, il les qualifie de supportables. Il dit qu'ils sont importants mais supportables. Et il essaie de nous faire comprendre qu'en fait, si nous ne les faisons pas maintenant, ces efforts nous courront à la catastrophe, au surendettement et à peut-être dans quelques années des efforts beaucoup plus monstrueux. Qu'est-ce que vous lui répondez, Mickaël Taver? Effectivement, ce sont les plus faibles, les plus jeunes qui vont souffrir. Il répète, si jamais la France ne se redresse pas, vous êtes taxé d'irresponsable. Mais c'est François Bayrou qui est irresponsable de rejeter la responsabilité sur les groupes d'opposition, notamment le Rassemblement National. Ah, 17h. Oh putain, il y a un gros événement à 17h. Ok, c'est bon, je Je regarde. rappelle juste que François Bayrou est un macroniste de la première heure. Bon, à 17h, il y a un gros événement. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été ministre de l'économie de François Hollande. Qui est responsable de cette situation aujourd'hui? Le chaos des déficits, le chaos de la dette, le chaos migratoire, le chaos sécuritaire, le chaos institutionnel. Mais c'est Emmanuel Macron et François Bayrou. D'ailleurs, François Bayrou était commissaire au plan. On se demande véritablement quels sont les rapports qu'il a sortis pour essayer de sortir la France de ces difficultés. Mais au-delà de ça, voilà, c'est un disque rayé. Le constat, tout le monde le fait. Je pense qu'il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Ils sont parfaitement conscients de ce qui est en train de se passer. Et en tout cas, au Rassemblement National, je rappelle que Marine Le Pen avait écrit au Premier ministre au mois de juillet et celui-ci ne lui a pas répondu. On va écouter, j'ai fini juste... On va écouter François Bayrou et évidemment vous réagissez juste après. Pour les oppositions, vous avez eu cette expression, s'agissant des oppositions, vous leur avez reproché d'avoir été en vacances. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui une maladresse dans ces propos? Soyons simples. Pendant le mois d'août, tous les Français, tout le gouvernement, sauf moi, et les organisations, les responsables d'organisations sont pour la plupart Mais en les géants. vacances. Et c'est bien normal. Et j'ai donc indiqué que
C'était pas pendant ce mois d'août que je pouvais avoir les consultations, puisque les responsables, pour la plupart, en dehors de quelques-uns sans doute, n'étaient pas là. Point. En quoi est-ce un reproche? Tous les Français savent que c'est normal, que c'est comme ça que ça se passe. Marine Le Pen vous a répondu en disant qu'elle vous avait adressé un courrier en juillet qui était resté sans réponse et qu'elle, par conséquent, elle n'était pas, elle, en vacances. Bon, alors disons que je suis mal renseigné, mais je puis vous assurer que le courrier que j'ai reçu, j'ai dû le recevoir le 29 ou le 30 juillet, et qui m'a semblé que prendre 3 semaines ou 4 semaines pour l'analyser, pour analyser des réponses. Par exemple, elle propose qu'on ne paye plus la contribution de la France à l'Union européenne. Ça mérite qu'on réfléchisse, parce qu'on va s'apercevoir que si jamais on ne remplissait pas nos obligations, eh bien on y perdrait énormément, parce que la France reçoit plus de l'Union européenne, par exemple sur la politique agricole commune. Les paysans, les agriculteurs, c'est près de 10 milliards qui reçoivent tous les ans de la politique agricole commune, et beaucoup d'autres contributions, les contributions régionales, et puis les prêts de la Banque européenne d'investissement. Tout ça, ça mérite d'être analysé. Il n'y a aucune polémique sur le fait que tout le monde a le droit d'être en vacances, et j'imagine que tous les responsables ont pris cet été, en tout cas je l'ai vérifié pour beaucoup d'entre eux,